Bien, rebonjour alors. Soyez les bienvenus à cette session relative à l'EIM, donc l'Enterprise Information Management. Certaines personnes l'appellent aussi communément MDM pour Master Data Management, donc vous allez retrouver ces deux terminologies à peu près. Donc la session d'aujourd'hui... Donc avant de démarrer la session d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones. Les JSS, c'est grâce à nos sponsors aussi que nous pouvons réaliser ce genre d'événements. Donc merci beaucoup à ces sponsors. Vous trouverez leur stand notamment dans le hall tout en bas. Alors, les speakers d'aujourd'hui font partie de la société MC Next. La société MC Next, c'est une société de services en informatique qui est un pure player Microsoft. Donc, nous sommes spécialisés sur les produits Microsoft, que ce soit sur du SharePoint, du .NET, de la BI forcément, du BizTalk et du CRM. Nous avons 3 emplacements, donc à Paris, côté Grand Boulevard, à Lyon et à Genève. Donc, côté pôle décisionnel, nous sommes Gold Partner, sélectionnés notamment dans le cadre du programme SQL Server 2012. Donc, ce programme nous permet de tester en avant-première les outils afin de monter rapidement en compétences dessus, de pouvoir vous présenter par la suite des démonstrations, notamment sur les versions SQL Server 2012, 2014, Office 2013, Power BI, etc. Nous proposons également à nos clients un accompagnement global, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, en mode soit régie ou forfait. Donc les 3 speakers d'aujourd'hui, donc je commence par moi-même, Ismail Benhamine, je suis consultant, je travaille sur les solutions décisionnelles depuis la version 2005. Je suis également présent sur Internet via mon compte Twitter que vous pouvez voir ici ou alors mon blog. J'ai sur ma gauche également Frédéric Brossard. Donc, enchanté, donc Frédéric Brossard, je suis consultant décisionnel chez MC Next. Donc je travaille depuis 5 ans en fait sur toute la stack BI Microsoft et donc depuis la version SQL Server 2005. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur mon blog. Donc voilà, je vais passer la main. Bonjour à tous, donc Julien Vidal, consultant décisionnel chez MC Next depuis 6 ans maintenant. Donc j'interviens pareil comme mes camarades sur la brique SQL Server BI. Donc depuis la version 2000, j'ai un petit peu travaillé dessus, notamment sur la partie reporting services. Et là maintenant, j'interviens sur différents sujets, sur toutes les briques SQL Server BI. Je donne aussi des formations, donc dans différents centres de formation, donc sur les différentes toujours technologies SQL Server. Et je donne aussi des cours à la fac de Paris-Dauphine sur SQL Server. Voilà. Et je n'ai pas de Twitter et pas de blog pour le moment. Alors, en tant qu'agenda du jour, on vous propose les parties suivantes. Donc, on va commencer par rappeler un petit peu la définition de l'EIM via ces 3 composants MDS, DQS et SSIS. Puis, on passera la majorité du temps à vous faire des démos pour vous montrer des cas pratiques, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de connaître le produit, c'est aussi de savoir le maîtriser, de le mettre dans un contexte réel, de voir un petit peu ses limites et de le mettre en pratique. Donc on aura au total 7 démonstrations. Sur ces 7 démonstrations, vous allez voir aussi bien l'interaction entre SSIS DQS, SSIS MDS, mais aussi et surtout la dernière partie qui vise à automatiser le flux MDM via des custom workflows. Donc avant de démarrer, j'aimerais savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à l'EIM. Juste en levant le doigt pour dire « je connais MDM » ou pas. Combien de personnes qui ont déjà manipulé MDM, EIM? D'accord, pas beaucoup. Et qui ont été déjà à la session de l'année dernière sur le même thème? Une seule personne, d'accord, parfait. Alors, pour commencer, la problématique principale qui a fait qu'on a besoin aujourd'hui de l'EIM, donc du MDM, c'est le fait que les projets décisionnels ont un frein principal qui est la qualité de données.
Donc on voit ici que la qualité de données représente un problème qui représente un frein assez important pour le démarrage des problèmes BI. Donc les 3 autres composantes et obstacles, c'est notamment le problème d'intégration de données, le problème d'avoir des données au bon format, au bon moment, et enfin de faire la politique de nettoyage, de dédoublonnage des données. Donc ces 3 éléments qui sont les plus importants pour avoir des données fiables dans votre système d'information, c'est sur ces 3 éléments qu'on va soit passer plus de temps, soit ce sont les 3 éléments qui vont nous faire hésiter à démarrer un projet décisionnel. Donc pour ça, l'EIM apporte une réponse. Une définition de l'EIM, c'est une définition qui peut être générique. J'ai trouvé celle-ci sur Internet qui, je pense, correspond assez bien à l'EIM. En gros, cette définition dit que l'EIM, c'est un ensemble de processus qui vise à gérer les données de manière à les rendre optimales, accessibles et sécurisées. Vous avez ici une représentation de l'EIM via ces différentes phases. Donc forcément, on va commencer par créer les entités qui vont gérer cette EIM. On va par la suite procéder par le cleansing ou le nettoyage de données. On va les intégrer dans ce qu'on appelle un master data hub. On va les gérer via ce master data hub, faire de la gouvernance de données, les archiver et vice-versa. On va recréer et rebalancer. Et c'est un cycle qui tourne continuellement, qui vise à créer et à gérer un référentiel de données. Donc l'EIM, dans sa version SQL Server 2012, se compose de 3 outils. Donc, tout d'abord, vous avez le Master Data Services, plus connu sous l'appellation MDS. Donc, c'est un outil qui existe depuis la version 2008 R2. Cette version 2008 R2 était un petit peu une version bêta. Donc, le produit s'est nettement amélioré dans la version 2012. Master Data Services permet de créer ce qu'on appelle un référentiel de données. Donc, c'est une petite base de données qui va contenir les éléments clés de votre métier. Donc, typiquement, une table client, une table produit, etc. Sur ce référentiel, on va se baser sur des règles métiers. Ces règles métiers visent à justement garantir l'intégrité des données qui sont contenues dans le référentiel. On va retrouver également un autre produit qui s'appelle Data Quality Services. Donc le Data Quality Services, plus connu sous l'appellation DQS, c'est une nouveauté SQL Server 2012. Donc vous ne le trouverez pas dans une version antérieure. Data Quality Services, c'est un outil qui permet de faire aussi bien le nettoyage, donc le cleansing de données. Donc on va définir un référentiel pour dire telle ou telle valeur est correcte, telle ou telle valeur doit être contenue dans le système ou pas. Et il va faire ce qu'on appelle du dédoublonnage. Donc le matching, donc détecter les doublons, les supprimer. Certes, vous allez me dire, ça on peut déjà le faire via SSIS. Ce qui est vrai. Par contre, DQS offre un atout majeur, à savoir la prise en main, qui est assez facile. Plus, c'est un outil dédié. Donc, qui dit dédié, dit forcément une performance accrue sur ce domaine. Et enfin, on a le 3e composant. Parce qu'en fait, je vous parlais de MDM, mais MDM, à la base, c'est Master Data Management qui est regroupé Master Data Services et Data Quality Services. Quand on rajoute à ces deux-là Integration Services, ça fait l'EIM, donc l'Enterprise Information Management. Donc l'Integration Services permet à la fois de faire l'import de données, donc ça c'est sa fonction classique d'ETL, mais également de faire pour le moment du DQS cleansing. Donc on va retrouver du DQS via SSIS. Donc on a la possibilité d'automatiser notre traitement de DQS directement dans SSIS. Où se situe toute cette architecture EIM dans un système d'information décisionnel? Donc là, Julien, si tu peux nous en parler. Oui, alors pour faire un petit focus sur l'architecture décisionnelle, donc comment le MDM s'intègre dans l'architecture décisionnelle de Microsoft. Donc l'architecture décisionnelle de Microsoft, elle est en 2 parties. Donc une première partie SQL Server et une deuxième partie qui est plutôt dédiée aux applications tierces, donc avec Microsoft SharePoint et Office. Donc en fait, le MDS s'intègre dans SQL Server au travers donc, de ces différentes parties. C'est-à-dire qu'on va avoir un module MDS, un module IS, donc qu'on trouvait pour d'autres parties, mais qu'on trouve également pour faire de l'UIM,
Et enfin, on va trouver la brique DQS qui va nous permettre de gérer la qualité de données. Donc soit au sein d'Integration Services avec des composants spécifiques, soit directement, il existe une interface DQS pour pouvoir manipuler nos données et donc améliorer la qualité de ces données. Donc, et ensuite, on trouve donc les briques qui sont associées ensuite à SQL Server, comme Reporting Services, Analysis Services. Donc ici, on a la partie source de données. Donc voilà, on peut intégrer un ensemble de sources de données diverses et variées. Donc on a de l'OData, de la Hadoop, du SAP, de l'Oracle, etc. dans nos briques SQL Server. Ensuite, on va appliquer notre MDM pour améliorer la qualité de données, le dédoublonnage, enfin, la gestion des référentiels, etc. Et enfin, on va publier tout ça dans SharePoint ou dans Excel. Alors sur le principe de MDS, en fait, on va constater qu'au sein de l'entreprise, au sein de notre système opérationnel, on va avoir plusieurs applications et donc plusieurs bases de données. Donc on va pouvoir avoir déjà un CRM qui va pouvoir nous contenir des informations clientes. Donc là, on voit en haut le Customer ID, leur nom, les adresses, les téléphones. On a aussi des informations marketing avec les contacts, en fait, avec le nom, l'adresse et le téléphone aussi. Et on a aussi un système, par exemple, de commandes. Donc le principe de MDS, ça va être de mettre en place tout un hub de master de données. Et on va pouvoir intégrer en fait les données. Donc on va prendre les données maîtres qui vont provenir de notre CRM et les réconcilier avec les deux autres systèmes et les enrichir. Ça va nous permettre de centraliser en fait toute notre gestion référentielle et d'intégrer et d'enrichir en fait tous ces référentiels-là avec l'ensemble des informations de notre entreprise. Donc au niveau du Master Data Hub, c'est ce qu'on va retrouver. On va vraiment mettre en place une solution centrale qui va nous permettre d'intégrer toutes les données. Je repasserai tout à l'heure sur des slides sur l'architecture un petit peu plus technique de MDS. Et donc on va utiliser du SSIS, mais on va aussi avoir des fonctions transverses dans l'entreprise, telles que des data stewards, qui vont nous permettre de valider en fait la qualité de données, l'intégration des données, et de vérifier en fait que l'ensemble des business rules sont bien appliqués sur nos données référentielles. Alors, avant que justement ces données n'arrivent dans le Master Data Hub, la question qui se pose, c'est à quel moment on va procéder au nettoyage, au dédoublonnage des données. Donc forcément, quand on va recevoir les données de la source, ça ne sera pas des données de qualité. Donc il faudra passer, avant d'atterrir dans le Master Data Hub, par le DQS, donc Data Quality Service, qui se présente suivant l'architecture suivante. Donc on va retrouver une source, soit SQL Server, soit Excel ou CSV. Ces données vont transiter par le serveur DQS, donc, que vous voyez ici au centre. Ce serveur, il se base sur ce qu'on appelle une knowledge base, donc une base de connaissances. Donc c'est une base d'apprentissage des données d'entreprise. On peut également, via le DQS Server, interagir avec ce qu'on appelle le Windows Azure Marketplace. Donc c'est un Windows Azure, donc c'est sur le cloud de Microsoft, où vous allez retrouver justement ces bases de connaissances. Donc il y a des gens qui travaillent à fournir des bases de connaissances, typiquement de géographie, donc des adresses. Vous pouvez récupérer sur le marketplace ces bases de connaissances. Bien sûr, il y a des bases de connaissances qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Tout dépend de votre besoin. Donc une fois que les données sont en transité par le DQS Server et la Knowledge Base, vous allez avoir 5 types de données en sortie. Donc soit les données correctes, soit les données qui sont corrigées, soit des suggestions de correction, soit de nouvelles lignes, ou enfin des données erronées. Donc on va voir par la suite, dans un cas pratique, comment on distingue ces différents états de données. Et pourquoi on va les avoir, comment on peut les avoir, quelle est la stratégie qui va dire que telle donnée est correcte, telle donnée est corrigée, comment le système arrive à corriger la donnée. Tout ça, on va le voir dans la démo DQS par la suite. Là, l'interrogation qu'on peut se poser, pourquoi on n'a que 2 sources? Pourquoi on a SQL Server, Excel, CSV? Tout simplement parce que dans DQS, on a 2 outils. On a le client, donc l'interface cliente, assez simple à mettre pour la prise en main. On a la partie serveur. La partie serveur, c'est forcément les bases de données. Donc on aura 3 bases de données. Pour la partie client, on aura uniquement 2 ou 3 sources. Donc SQL Server, Excel, CSV. Donc l'intérêt, ce n'est pas de rester sur ces limites de sources de données. On peut passer par SSIS pour avoir plus de sources de données, donc des sources de données hétérogènes. On peut les utiliser directement
via SSIS pour faire du DQS. Donc on en arrive aux limites de l'EIM. La question numéro 1, comment on fait pour intégrer les données dans MDS? Parce que quand on manipule une première fois, on voit qu'on a la possibilité de saisir les données, de les avoir dans le Master Data Hub. Là, c'est simple, mais on ne va pas passer notre temps à saisir les données à la main. Il faut bien les intégrer via un processus automatisé. Donc on va voir ça dans la première démo. On va voir également comment importer des données dans DQS. Là aussi, il est possible de saisir à la mano vos données, mais il est important de les automatiser. On va également voir comment on peut faire du matching dans SSIS. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai montré DQS cleansing et pas matching. Donc là, on va voir qu'il y a un composant qui permet de faire du matching dans SSIS, mais forcément en se reposant sur une knowledge base DQS. Et enfin, on va voir comment se passe la validation des règles métiers dans MDS. Donc on va partir sur la démonstration de création et d'intégration des données dans MDS. Juste avant de commencer, en fait c'était un faux départ. Juste avant de commencer, je vais juste faire un rappel sur l'architecture vraiment technique de MDS. Donc en fait la solution va s'articuler autour d'une base de données. Donc on a notre MDS database. Là-dessus, en entrée, on va pouvoir manipuler avec notre TL des tables de staging dans lesquelles on va pousser en fait la donnée dedans, de façon à pouvoir les intégrer via des procédures stockées dans les tables d'entités, et après de pouvoir les consommer avec des vues d'abonnement. On a aussi une partie qui est hostée sous 2IS, donc on a des services web services WCF qui permettent de communiquer en fait avec toute l'application MDS. Donc en fait, ces services WCF vont être utilisés par la Master Data Manager, donc c'est la partie interface web de MDS, et par la DIN Excel. Et de ce fait-là, en fait, avec tous les web services, vous allez pouvoir développer des interfaces avec vos applications qui vont pouvoir aller consommer de la donnée, créer des entités, enfin vous pouvez faire des choses vraiment, vraiment riches avec. Et de l'autre côté, on va pouvoir consommer toutes les informations d'un point de vue BI directement avec les vues d'abonnement. Donc au niveau de la structure des métadonnées sur MDS, on va retrouver en fait les modèles. Donc sur un MDS, on va pouvoir déclarer plusieurs modèles. Donc chaque modèle contient une ou plusieurs entités, et chaque entité contient un ou plusieurs groupes d'attributs. Par défaut, une entité a un groupe d'attributs qui est les attributs feuilles, donc on va avoir des membres feuilles, et chaque groupe d'attributs donc est constitué d'attributs. Les outils qui sont à votre disposition en fait pour créer le modèle, donc on a l'interface web qui est le Master Data Manager, où là on va pouvoir créer vraiment toutes les entités, les relations entre les entités, créer des collections, des hiérarchies, etc. On a l'ADIN Excel qui lui va être beaucoup plus light en fait sur la création d'entités. On va juste pouvoir se connecter sur une source Excel, prendre le contenu d'une feuille Excel et la charger directement dans une nouvelle entité et publier ainsi ces données. Et après, on a toutes les interfaces WCF qui vont nous permettre de le faire via Web Service. Donc, au niveau de MDS, on retrouve deux types de hiérarchies. Donc, je vais passer un peu assez vite dessus parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la démo. On va retrouver les hiérarchies explicites. Donc, en fait, ce sont des structures qui vont être définies par les utilisateurs. Donc, ces hiérarchies vont contenir plusieurs membres d'une seule entité et vont permettre la création de hiérarchies qui vont pouvoir être déséquilibrées. Donc les utilisateurs vont pouvoir créer des membres consolidés pour regrouper d'autres membres. Donc là, c'est vraiment l'utilisateur qui va créer sa hiérarchie explicite. Et après, on a les hiérarchies dérivées qui, elles, vont s'appuyer en fait sur des relations entre les tables. Donc ce sont des attributs qu'on appelle basés sur un domaine. Elle contient des membres de plusieurs entités. Elles utilisent les membres feuilles d'une entité pour regrouper les différents membres de feuilles d'une autre. Et on a toujours un nombre cohérent en fait, de niveaux hiérarchiques. Donc ça, c'est assez important parce que j'aime bien avoir des hiérarchies qui sont propres au niveau BI. Donc quand je récupère en fait, une hiérarchie au niveau de mes cubes, j'aime bien qu'elles aient à peu près les mêmes niveaux. Donc on va passer sur la démo en elle-même. Problème de résolution. Où est-ce qu'il est,
Donc, ce qui peut être un frein sur la mise en place d'un projet MDM, c'est tout d'abord la création de toute la structure d'un modèle. Alors c'est bien, par exemple, on va juste prendre la base de données AdventureWorks. Donc si j'ai déjà une liste de tables sur mes systèmes opérationnels, j'ai peut-être pas envie de passer via l'interface web et me créer en fait mon modèle et mes entités une par une, ainsi que mes attributs. Donc en fait, on va essayer de construire automatiquement un modèle MDS directement à partir de la structure de nos tables et des relations qui la composent. Donc en fait, déjà sur Codeplex, il y a un petit utilitaire qui s'appelle MDS Utilities et qui peut s'utiliser en mode de commande. Donc je vais juste l'appeler en fait. Hop. Donc je vais juste déjà vérifier que voilà. Donc là, je suis connecté en fait à mon interface Master Data Manager et je constate en fait que je n'ai aucun modèle. Donc en fait, il y a un petit exécutable qui est MDS Utilities et qui va me permettre de créer en fait un modèle par schéma de base. Donc là, je vois, j'ai une jolie base de données où par chance, ils utilisent des schémas. Donc ça me permet de segmenter correctement, fonctionnellement mes différentes tables. Et donc cet exécutable va me permettre de créer donc un modèle par schéma et de récupérer les différentes tables. Donc cet exécutable, c'est pas trop sorcier. Il prend juste quelques paramètres. Donc l'instance SQL Server sur laquelle je vais me connecter, le nom de la base, un modèle de schéma et en fait mon endpoint MDS qui va me permettre d'aller attaquer par Web Services mon Master Data Services et de créer en fait tout ça. Donc pour automatiser un petit peu les choses, j'ai juste une petite requête en fait qui me permet de me connecter sur ma base AdventureWorks et de récupérer en fait l'ensemble des schémas et d'exécuter un à un. Voilà, ça va tourner. Hop. Donc je vais commencer déjà à rafraîchir les métadonnées. Voilà, il est en train de les créer. Donc j'ai déjà un modèle pour mes ressources humaines, un modèle de production. C'est toujours en démo que c'est toujours un peu plus lent, bien sûr. Donc là, en fait, l'exécutable ne fait que d'appeler les web services, en fait. Donc toute la partie WCF qui est hostée par 2IS. Et donc on va récupérer pour chaque modèle la liste des tables, la liste des attributs de chaque table, la liste des relations entre les attributs, ce qui permet d'initialiser assez rapidement un modèle, au lieu de passer des heures et des heures à le mettre en œuvre. Et donc là, on a bien un modèle en fait par schéma de base qu'on avait. Donc si je commence à déplier, voilà, donc je retrouve en fait les tables que j'avais dans mes ressources humaines. Si j'en prends plutôt la production. Voilà, si je prends le product. Voilà, donc on a listé en fait, on a créé toutes les entités avec les attributs. Donc là j'ai récupéré tous les attributs de ma table produit avec les relations que j'avais, mes relations de domaine entre les différentes entités. Voilà, ça a été beaucoup plus rapide que de passer par l'interface MDS qui elle est un peu pénible à manipuler. Donc maintenant, c'est très bien, j'ai un exécutable. Mais qu'en est-il si je veux personnaliser un petit peu le tout? Donc là, on va plonger un petit peu plus à l'intérieur des API WCF. Qu'en est-il si je veux créer mon propre modèle avec une liste de tables et de récupérer en fait toutes les relations d'attributs? Alors tout d'abord, on va passer par une petite requête SQL.
c'est pas évident avec le micro dans une main. Et tiens, vas-y. Voilà, merci. Parle dans le micro. Il est où? Donc voilà, on peut déjà se créer une petite requête SQL. Petite, entre guillemets. Mais au moins, elle est réutilisable pour mes différents projets. Donc si je me connecte sur AdventureWorks, en fait, je vais juste me baser sur les tables System SQL Server. Je vais lister en fait différentes tables, récupérer en fait les foreign keys qui sont associés et toutes les colonnes qui leur sont associées. Donc je vais juste me restreindre aux tables produits et à toute l'arborescence que je peux avoir avec, c'est-à-dire les produits, les catégories, les sous-catégories, les unités de mesure et le modèle de produit pour me créer mes hiérarchies en fait après par derrière. Donc voilà, j'ai juste une petite requête qui me permet de sérialiser en fait tout ça. Donc j'ai une ligne par entité. Donc là je suis juste sur la liste de mes attributs qui sont basés sur un domaine. Donc j'ai juste fait un rapide format XML qui me permet de lister en fait toutes les relations qui vont me permettre après derrière avec WCF, avec l'API, de créer en fait toutes ces relations là. Et idem, là on retrouve en fait tous les attributs en freeform, donc en saisie libre derrière, avec leur type et la taille de caractère ou de décimale. Donc une fois que j'ai ça, c'est tout simple. En fait, il est où? Attends, le micro, tu me le mets devant les yeux. Donc je colle tout ça en fait dans un fichier CSV. Donc on peut juste faire le test. Donc je prends tout ça. Allez, on vide tout, on garde la structure. On colle tout ça, j'enlève mes nuls. J'ai décalé bien sûr. Donc voilà, je vais juste me créer un modèle à chaque fois. Donc ça va être mon modèle. Sur les entités, je vais les prendre. Et là, en fait, je vais juste la renommer. Je vais renommer cette entité ici en Product Unique Measure. Puis là, je vais juste faire un Unit Measure. Je vais juste remplacer en fait measure. Un E qui traîne par Product Unit Measure. Ok. C'est parti. Ok. Et donc en fait, alors j'ai pris du SSIS, bon, enfin on aurait pu le connaître en .NET, c'est juste pour l'interactivité un petit peu des différentes boucles et voir comment ça tourne. Je suis sur le bon. Donc en fait j'ai juste un connecteur déjà sur mon fichier CSV qui va me permettre d'absorber en fait toute la structure que je dois créer. Ce fichier CSV, en fait, je vais récupérer en fait la liste de modèles que je veux créer. Donc là, j'en ai juste créé un, mais sur le fichier Excel, on peut en paramétrer plusieurs. Ainsi que les différentes entités. Donc tout ça, ça va être après stocké dans des variables sur lesquelles je vais pouvoir boucler et dérouler en fait toute la logique de création des entités, des attributs et les relations entre elles. Donc quand on manipule les web services WCF, la première chose qui est à faire... Zut, j'étais un peu trop vite. La première chose qui est à faire, c'est d'aller modifier le web.config pour pouvoir exposer en fait les services web. Donc normalement, il est dans Program Files, SQL Server, Master Data Services, Web Application.
web.config. Et là, je dois avoir une section qui s'appelle le service model. C'est la balise fermante. Elle est où la balise ouvrante? Elle est là. Et en fait, je lui passe juste, alors là je suis juste en HTTP, mais je lui spécifie en fait que les métadonnées de service sont enable par HTTP. Alors si j'étais en HTTPS, j'aurais juste mis celui-là à true. Et donc ça va nous permettre de créer un script C# et de monter une référence dessus afin d'avoir toutes les méthodes des web services et de pouvoir les manipuler. Donc si je reviens ici, donc la première chose à faire, ça va être de créer la liste de mes modèles. Voilà, donc au niveau des services références, hop, si je fais configure, je vois en fait l'URL qui me permet de récupérer le WSDL en fait associé au service MDS. Donc là on peut juste avoir un petit exemple, si on tape ça ici, ça permet d'avoir un petit bout de code qui permet de monter le... Voilà. Donc là, juste avec le service.svc, ça permet d'avoir juste un petit bout de code qui permet de créer un client proxy, d'aller se connecter sur MDS et de pouvoir consommer des web services Master Data Services. Donc on va repartir un petit peu dans le vif du sujet. Donc là j'ai créé ma référence. Et pour créer mon modèle en fait, donc je vais juste avoir un peu de code C#, un peu encore entre guillemets. Mais le tout c'est d'avoir un modèle et de pouvoir le décliner après derrière et de l'enrichir. Donc ça sert toujours de base pour pas mal de projets. Donc la première phase c'est de créer un proxy dessus. Donc je fais juste un new service client et je lui envoie en fait l'URL de mon master data services. Et après pour créer mon modèle en fait, j'ai pas mal de méthodes au niveau de mes web services qui vont me permettre de manipuler en fait toutes les métadonnées en fait MDS. Donc pour la création de métadonnées, ça va être du metadata create. Et cette méthode, en fait, elle prend en entrée des objets de type metadata create request et me retourne des objets de type metadata create response. Donc juste pour créer un modèle, j'ai juste besoin en fait d'initier un nouveau modèle avec le nom du modèle. Et c'est parti. Donc là, sur le modèle, ça va être assez simple. On va faire à peu près la même chose au niveau des entités, mais là on va d'abord construire en fait toutes les entités, tous les attributs sur toutes les entités qui sont en saisie libre, et après on montrera en fait toutes les relations d'attributs entre nos différentes entités. Donc là, au niveau de la création de mon entité, j'ai juste besoin d'avoir donc l'URL du proxy, le nom du modèle, le nom de l'entité, et je lui envoie en fait toute la structure XML qui contient la définition de tous mes attributs. Donc on repart en fait sur une procédure qui est la metadata create procédure. Et donc je vais construire mon entité. Je vais juste lui dire que le code il est généré en automatique. Donc c'est la partie qu'on voit ici. Is code generation enable, true. Et au point de vue des tables de staging, je vais pouvoir customiser en fait le nom de mes tables de staging, chose que je ne peux pas faire avec le Webmaster Data Manager ou le client Excel. Et ensuite, j'ai juste une petite boucle derrière qui va tourner en fait sur tous mes attributs feuilles pour récupérer toute la structure de mes attributs à partir de mon format XML. Et je refais après la même chose en fait sur mes relations.
Donc là, je vais créer mon modèle. OK. Et donc là, j'ai mon modèle avec mes différentes entités et mes différentes relations. Créé automatiquement par du code de WCF, avec du code qui est réutilisable. Voilà, après je pense que les différents bouts de code seront présents sur le blog d'Ismail et le mien assez prochainement. Donc ça vous permettra de les réutiliser, de les adapter en fonction de vos besoins, etc. Donc là, en fait, on a créé les entités, les attributs, les tables de staging qui vont avec, qui vont nous permettre, en fait, après d'intégrer les données directement dans notre Master Data Services via SSIS. Donc si je prends mes tables de staging, normalement, elles sont en STG, voilà. Donc j'ai une structure qui est assez simple, étant donné que j'ai juste créé des entités avec des attributs feuilles, donc j'ai qu'une seule table de staging par entité. Je ne suis pas bien. MDS, table. Voilà. Donc c'est dans ces tables-là, en fait, qu'avec SSIS, on va pousser les données pour pouvoir les injecter après dans notre Master Data Hub. Donc on va passer à la deuxième démo, qui est l'intégration de données. Donc voilà, j'ai fait juste un package par entité. On va juste en dérouler juste un. Et oui. Donc je vais juste récupérer en fait les produits directement à partir de la base AdventureWorks. Ce qu'il faut savoir pour l'étape de staging, c'est qu'on a besoin de 3 informations pour préparer en fait la publication de nos informations, de nos données référentielles. C'est le type d'import, le batch tag et l'import status. Alors l'import status, quand on pousse des données dans l'étape de staging, il doit être à 0. Ça lui dit que les données sont prêtes à être importées. Le batch tag, il doit être unique pour chaque transaction. Et le type d'import, en fait, c'est là où on va déclarer si c'est de l'insert, de l'update ou du delete. Donc j'ai un flux de données qui est assez simple. Je me connecte à ma source. Là, j'ai géré ça par des variables de package qui me permettent d'instancier lors du lancement de mon package, en fait, mes différentes valeurs. Donc il faut que je me connecte sur du MyModel. Je dois pousser dans l'entité produit. Le status ID, c'est du 0. Et l'import type, c'est du 2. En fait, je fais de l'upsert de données. Et pour la validation de données, je dis que en fait, les données seront validées par l'administrateur. Donc une fois qu'on va avoir alimenté en fait, notre table de staging, donc là, on va voir que je vais intégrer ça en fait, dans une table de staging, celle des produits. En fait, il va falloir après les pousser dans les tables d'entités pour créer nos différents membres, et ça on va le faire avec des procédures stockées. Alors, il y a peut-être juste un petit slide que je n'ai pas envoyé. Donc on va avoir trois procédures stockées, puisqu'on a en fait 3 types de tables de staging. On a les tables de staging et procédures stockées pour les membres feuilles, pour les membres consolidés et pour les relations. Alors la procédure stockée va juste prendre les données qu'il y a dans les tables de staging, les pousser au niveau des entités, mais ça ne va pas les valider. Pour les valider, il va falloir encore utiliser d'autres procédures stockées. Donc on a 4 procédures stockées qui sont possibles. Donc une procédure stockée pour valider l'intégralité du modèle, une procédure stockée pour valider une entité, pour valider des membres d'une entité ou pour valider juste un membre d'une entité. Donc nous, on va juste valider toute l'entité. Pardon. Et donc en fait, après j'ai juste un master package qui me permet d'enchaîner en fait mes 4 packages qui ont vraiment la même tête. Donc je vais juste mettre un point d'arrêt sur product catégorie pour voir en fait comment vont être poussées les données au fur et à mesure.
C'est le premier. On va mettre un point d'arrêt ici. Un point d'arrêt ici. Et on va lancer le master package. Donc lui, il fait juste exécuter chaque package d'intégration des données dans les différentes entités. Hop, il doit être arrêté. Donc si je viens sur mon master data manager, je vais regarder mon entité product catégorie. On va faire explorateur. Donc pour l'instant j'ai rien, c'est normal. En fait c'est tout. Tout a été poussé en fait ici dans ma table de staging. Donc je récupère en fait les différentes valeurs d'entités que j'ai, de membres, pardon, excusez-moi. Si on continue, on exécute la procédure stockée. Ça va permettre de pousser en fait les données de la table de staging directement. J'espère. Il est où? Je suis bien sur product catégorie. Je suis bien sur product catégorie là. Je suis pas sur mon modèle. Hop, on va prendre my modèle, explorateur, product catégorie. Voilà. Donc là j'ai eu mes 4 membres qui ont été créés et ils sont tous en attente de validation. Et c'est là que je vais appeler en fait la procédure de validation complète de l'entité. On va le laisser dérouler sur toutes les autres entités. Voilà, et là on voit qu'elles ont été appliquées. Donc en fait, la procédure de validation va appliquer toutes les business rules à chaque membre. Étant donné qu'on est passé sur du SSIS, en fait, moi, j'estime que en fait, on a vérifié toutes les business rules et qu'on a pu publier en fait des données correctes dans mon système référentiel. Donc pour résumer en 2 mots ce travail colossal réalisé par Frédéric, en fait si vous partez from scratch, donc vous n'avez pas de référentiel, vous pouvez faire ce travail via l'interface. Après, il s'agit d'importer les données et là vous suivez son package. Maintenant, si vous avez un modèle déjà existant et que vous ne voulez pas vous attarder à recréer chaque entité, chaque attribut, etc., vous avez également le package de Fred qui fait très bien le travail. Donc voilà, ça c'était pour la partie MDS, comment automatiser aussi bien la création que le chargement des données. Donc vous avez soit l'interface, mais elle est un petit peu limitée, soit le package qui le fait de façon automatique. Donc vous pouvez facilement rajouter ce package dans un job et l'exécuter automatiquement. Donc ça, c'était pour la partie MDS. Pour la partie DQS, nous avons la même problématique. Nous avons la knowledge base. Nous pouvons faire des projets de cleansing et de matching, mais comment importer les données? Comment réaliser du matching dans SSIS? Parce que la partie cleansing existe déjà dans SSIS 2012. Donc pour cela, je vais vous proposer dans les démos 2 outils. Donc le premier, c'est 2 outils développés par la société OH22 Data. Donc vous pouvez aller sur leur site web OH22 Data. Vous allez retrouver ces 2 outils qui s'appellent SSIS DQS Matching Transformation et SSIS DQS Domain Value Import. Donc c'est 2 extensions SSIS pour DQS. Donc celui-là, c'est pour faire du matching. Donc que vous pouvez faire via DQS client. Donc c'est un premier outil qui est disponible gratuitement sur le site de codeplex.com. Codeplex.com, c'est un site open source pour les travaux sur les outils Microsoft. Donc c'est partagé par une communauté qui veut développer des produits et les mettre à disposition de tout le monde pour les tester. Donc c'est compatible à partir de la version SQL Server 2012, forcément, vu qu'on parle de DQS, et nécessite d'avoir déjà une knowledge base qui est créée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se reposer sur la politique de dédoublonnage qu'on doit définir au niveau de la knowledge base pour pouvoir dédoublonner les données dans le flux SSIS. Comme je vous le disais tout à l'heure, passer par SSIS permet de diversifier les sources de données qu'on peut manipuler via DQS. Parce que le DQS client, il vous permet de passer soit par Excel, soit par CSV, soit par SQL Server. Donc, la deuxième démo va concerner
DQS Domain Value Import, comme je disais. C'est cette fois-ci un composant de destination. Le précédent était un composant de transformation. Donc c'est vraiment une cible dans SSIS qui a été aussi développée par OH22 Data, qui va permettre d'importer les valeurs de domaine. Les domaines, c'est les champs, y compris ce qu'on appelle les synonymes. Donc on va voir ce que c'est tout à l'heure, dans une knowledge base qui doit être bien évidemment existante. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir rajouter des données dans sa knowledge base. Donc à la fois rajouter, mais également publier la knowledge base une fois l'import des données terminé. Là, on verra qu'il y a aussi des options par rapport à cet élément-là. Donc on passe rapidement sur la démo. Merci. Hop là, est-ce qu'on voit l'écran? On ne voit pas l'écran. On voit l'écran. Alors, cette interface, c'est le DQS client. Dans ce DQS client, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? J'ai préparé une knowledge base d'une société qui s'appelle JSS. Donc vous verrez que cette société a besoin de deux domaines pour son référentiel, à savoir le produit et sa couleur. Donc là, c'est vraiment une knowledge base from scratch, donc qui est complètement vide, qui ne contient pas encore de données. L'intérêt ici, c'est déjà de recevoir les données sources. Avant de les nettoyer, il faut les dédoublonner. Donc on va faire du DQS matching via mon SSIS. Donc quand j'ouvre mon package SSIS, mon data flow, vous allez retrouver ici, je ne sais pas si vous voyez, un composant qui s'appelle DQS matching. Donc c'est le composant que j'ai téléchargé à partir de Codeplex, que j'ai installé rapidement en double-clic Next Next, et vous l'avez directement dans votre toolbox SSIS pour la version 2012. Donc, dans la source, j'ai préparé une requête qui va contenir des doublons. Donc, les doublons, je vais vous montrer au niveau de la knowledge base. J'ai préparé une règle de dédoublonnage qui va se baser sur ces deux champs-là pour dire que telle ligne est en doublon par rapport à la deuxième. Avant de vous montrer la politique de dédoublonnage, qui est super rapide, on va passer par le composant de transformation. Donc l'interface est assez simple. On sélectionne notre serveur DQS. La knowledge base, il va nous afficher automatiquement les politiques de matching qu'il a détectées. On va faire le mappage de nos champs, donc là, produit et couleur. Et dernière interface, si ça peut vous être utile, c'est de définir le critère minimum de dédoublonnage. Donc à partir de 80% de ressemblance, on dit que ces deux lignes-là sont des doublons. Après, on a la possibilité de rediriger nos lignes soit vers une cible doublon, donc pour les traiter ultérieurement par le data steward, soit par une autre table, donc la table des lignes uniques, qui va contenir forcément les éléments qui sont clean, donc qu'on peut réutiliser par la suite avant d'intégrer tout ça dans le référentiel. Donc ma politique de matching est la suivante. Elle repose donc sur les deux champs, produit et couleur. J'ai dit que le poids de ces deux champs sont égales, donc 50-50 pour les deux. Et là, nous avons la possibilité de créer notre politique de matching. Là, forcément, étant vide, elle ne sert pas encore à grand-chose. Une fois qu'on exécute notre package SSIS, on va voir que ce composant de matching, comme je l'ai dit, va reposer sur la stratégie de dédoublonnage qu'on a définie via le DQS client. Là, vous voyez les différents clusters qu'il crée. Le cluster, c'est un regroupement de données qui sont en doublon, forcément. Donc là, sur les 16 lignes que je vais intégrer, je vais avoir typiquement des duplicate rows, des unmatched records, donc du coup, des lignes uniques et des lignes en doublon. Comme vous pouvez le remarquer, il est un tout petit peu long, même si la volumétrie n'est pas assez conséquente.
c'est le temps qu'il enregistre les différentes données dans les tables, qu'il teste par rapport aux critères de dédoublonnage. Et on pouvait également faire un projet de matching via DQS client, mais comme je vous l'ai dit, après, on va être obligé d'automatiser tout ça. Et il n'y a pas mieux que SSIS pour le faire. DQS Matching, il ne faut pas oublier non plus que c'est un composant qui existe sur Codeplex, donc il n'est pas encore à l'état validé par Microsoft. Donc il faut être un tout petit peu indulgent avec lui. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un composant qui manquait, parce qu'on pouvait faire jusqu'à présent du cleansing. Reste à faire du matching qui va se terminer non. Marche pas. Ah, voilà. Alors. Voilà. Donc, quel est l'intérêt d'avoir attendu aussi longtemps ces tables-là? C'est pour pouvoir récupérer ma liste de produits uniques qui va être la source de mon import de valeur dans DQS. Donc je passe rapidement dessus. On va arrêter le traitement, repasser sur DQS Import Values. Par contre, ce composant, j'en suis pleinement satisfait. Pourquoi? Parce qu'il est rapide, parce qu'il fait bien son travail, parce qu'il a une politique de gestion d'erreur qui est pas mal. Donc là, la gestion de l'erreur, parce que forcément, lorsqu'on va travailler, on va avoir des lignes qui ont été mal traitées. On aimerait bien savoir pourquoi ces lignes ont planté. Donc la première étape consiste à intégrer les produits que j'ai traités dans mon DQS. Je vais rajouter ce qu'on appelle les synonymes. Les synonymes, en gros, on dit au système, si tu trouves cette ligne-là, affecte-la à une ligne lead, donc une ligne principale. Donc typiquement, si je trouve Los Angeles et LA, je vais dire que LA, tu le remplaces automatiquement par Los Angeles. Si je trouve vêtement A et vêtement B, on peut associer le vêtement B au vêtement A, etc. Donc là, j'ai associé un ensemble de produits à une catégorie de produits. Et finalement, je vais simuler, avant de simuler l'erreur, on va passer sur notre knowledge base pour constater que le composant a bien intégré les lignes. Donc domain values pour produit, par couleur. Voilà, là, il a importé la liste des valeurs de domaine. Donc là, les groupements, c'est ce dont je vous parlais. Ces lignes-là, c'est les synonymes. On dit que pour ce synonyme, tu dois l'associer à la ligne lead qui est vélo. C'est pour ça que vélo est en état validé et les synonymes est en état d'attente ou invalide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la ligne qu'on va prendre au final dans le référentiel, mais on va prendre la ligne de lead. Donc là, je vais simuler une erreur pour vous montrer comment réagit le système par rapport aux erreurs qu'il collecte. Alors, je repasse sur mon package SSIS. Le dernier, ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter une même ligne qui existe déjà. Donc il va me dire, cette ligne existe déjà, je ne peux pas la rajouter. La deuxième erreur que j'ai rajoutée, c'est inverser la ligne lead par rapport à un synonyme. Donc typiquement, si on dit que le produit A est le synonyme du produit B, je ne peux pas après lui dire non, finalement c'est le produit B qui est le synonyme du produit A, parce que le référentiel n'est pas calibré de la même manière. Donc là, quand je vais exécuter, et également dans le flux, j'ai une ligne qui doit passer. Donc c'est la ligne qui s'appelle casquette. Donc là, remarquez que sur les 3 lignes, il y en a 2 qui sont tombées en erreur. Donc après, il est intéressant de voir quelles sont les erreurs qui m'ont remonté. Donc je repasse sur ma table d'erreurs. Et là, j'ai la ligne qui a planté. Donc accessoire casque qui existe déjà.
et casque accessoire, qui est la fameuse ligne avec le synonyme et la ligne principale. Donc là, à chaque fois, on a le message d'erreur qui est assez explicite, donc qui nous permet de corriger rapidement les lignes d'erreur et de réinjecter le flux dans le référentiel. Donc voici les deux composants qui étendent les fonctionnalités de DQS dans SSIS. Donc une fois qu'on a préparé l'import des données, la création des données aussi dans MDS, une fois que DQS contient également ces données, il serait intéressant de compléter tout cela par une automatisation de la validation des règles métiers dans tout le processus. Et cela se fait via un custom workflow que va vous présenter Julien. Bon, on est un peu en retard, donc j'ai essayé de vous parler des custom workflows en 5 minutes. Bon, si vous avez 5 minutes encore à attendre. Alors l'idée tout simplement, c'est on a MDS installé et on va créer un workflow de validation très simple, ce qu'on ne peut pas faire en natif. Donc l'idée du scénario, il est tout simple en fait, c'est quelque chose que, alors pour ceux qui connaissent MDS, on ne peut pas faire ça directement. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est, je suis un utilisateur, je publie un produit dans MDS, donc je le fais au travers de l'admin Excel, mais je pourrais le faire directement au travers du composant directement sur le web. Là. Ça va déclencher un workflow qui va envoyer en fait un email de validation à un responsable. Et ce responsable, c'est lui qui va pouvoir valider le produit, donc toujours au travers de la ligne Microsoft Excel pour MDS. Et en fait, ce que ça va faire, ça va alimenter la base de données MDS et ça va envoyer un mail de confirmation utilisateur. Donc l'idée, c'est vraiment un workflow de validation très très simple, qui même est sujet encore à retravailler pour être correctement installé en entreprise, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ensuite derrière étendre sur des workflows beaucoup plus complexes. Donc techniquement, comment ça se passe? Très rapidement, c'est je publie le produit, donc hop, je publie dans mon MDS. Donc la publication, on va voir rapidement comment ça se fait. Je déclenche une règle de validation qui déclenche elle-même le workflow. Le workflow il va envoyer un message au service broker, donc sous format XML. Ensuite, j'ai un service spécifique de workflow intégré à 2ES qui, lui, va aller interroger la base de MDS. Il va voir qu'il y a un message qui attend. Il va récupérer ce message. Tu peux appuyer, s'il te plaît? Il va récupérer ce message, et donc c'est là que c'est un peu plus technique. On a créé une petite assembly .NET qui va bien, qui va gérer en fait toute l'intelligence. Donc c'est-à-dire mettre à jour la base MDS et envoyer un mail de confirmation, de validation, là c'est que la première partie, au responsable. Ça va? Je vais pas trop vite, enfin si sûrement, mais... Je la vois qui porte. Alors, l'idée, déjà, dans un premier temps, c'est de créer une règle de validation spécifique. Bon, je vais reprendre ma règle existante juste pour vous montrer qu'elle était là. Donc, enfin, j'espère que tout le monde maîtrise un petit peu l'outil. Sinon, essayez de vous accrocher. L'idée, c'est donc dans MDS, quand on crée des... Donc, il faudrait que vous l'ayez expliqué en long, en large, en travers. On crée des modèles, des entités. Donc là, sur des entités, typiquement l'entité produit. Hop. Voilà. Ça ne veut pas s'ouvrir. Non, c'est bon, il faut que je fasse. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, on crée avec une superbe interface une règle de validation d'entreprise qui dit que, et ici, c'est très simple, c'est si le statut de mon modèle, donc en fait, j'ai un produit qui en fait a une colonne, enfin un attribut, qui lui dit, finalement, le statut, c'est nouveau, rejeté ou validé. Donc là, j'ai juste dit, si mon statut il n'est pas égal à blanc, donc c'est-à-dire qu'il contient la valeur nouvelle, je déclenche en fait un workflow, donc une DLL.NET, en fait une custom assembly, qui me déclenche tout un travail. Et donc ça va être ce travail qui va faire deux choses. D'une, envoyer un mail de validation au responsable, par exemple, et de deux, directement aller modifier dans le code. Donc là, par rapport à Frédéric, j'ai appelé des processeurs stockés qui vont modifier directement
mes modèles, mes tables MDS. Donc j'aurais pu utiliser aussi l'API WCF. Et en fait, ça va démarrer le flux de travail. Donc je vais juste, donc pour ça, donc on va aller vite, je vais juste vous faire la première partie. Donc je vais en fait utiliser un service, donc je vais déclencher en mode console, qui en fait va tourner et va voir si finalement il y a quelque chose au niveau, il y a une règle qui a été déclenchée, donc le service broker un message et donc il va récupérer ce message là pour déclencher la DLL.NET et donc l'assembly.NET et faire le boulot que je lui ai demandé en fait. Donc là j'ai l'assembly.NET ici, enfin le C# avec le code qui va bien, donc je ne vais pas vous le détailler, mais moi je récupère l'entité que j'ai voulu modifier et je dis envoie-moi un mail de validation avec les informations qui vont bien. Donc voilà. Alors là je suis connecté en tant que Julien Vidal, donc c'est moi, je suis connecté en tant qu'utilisateur, donc je me connecte à mon modèle MDS. Voilà, donc j'ai mon modèle, j'ai un produit, voilà, j'ai un ensemble de produits. Donc l'idée c'est je vais rajouter un nouveau produit. Donc je l'appelle JSS. Donc je vais lui prendre une petite couleur, voilà, une taille. Donc je vais dire, moi je suis utilisateur, j'ai juste droit en fait de dire c'est un nouveau produit, donc je le mets en new. Et en fait, et aussi ce que je voulais vous dire, c'est dans dans mon assembly.NET, j'ai quelque chose qui me remplit automatiquement les deux colonnes creator et update date. Donc voilà, c'est pareil, c'est dans mon assembly, j'ai quelque chose qui va directement attaquer les bases et mettre à jour ces colonnes-là. Donc je vais publier. Voilà. Et normalement, comme par magie, j'ai le workflow qui s'est déclenché, donc on peut le voir à ce niveau-là. Non, on ne le voit pas, ça va se mettre à jour tout à l'heure. Et normalement, si je fais envoyer-recevoir, j'ai mon responsable qui doit recevoir un mail. Donc forcément, j'oublie quelque chose. Je crois que c'est ici. Hop, si je le désexclus, voilà, ça va peut-être mieux marcher comme ça. Et je publie avec d'entreprise. Voilà. Ça va marcher. Donc, je suis obligé de faire une modif. Je fais comme ça. Là, c'est une autre manière d'importer les données dans MDS aussi. Voilà. Et là, je vais publier. Non, je peux faire. Je vais mettre une couleur pour assurer qu'il me publie bien la bonne ligne. Voilà. Donc, je veux juste montrer ça. Donc normalement ici, est-ce que ça marche? Voilà. Alors, voilà, il dit qu'il a. En fait, là, vous voyez les deux lignes ici, c'est-à-dire que le workflow s'est déclenché. Donc j'ai envoyé un message au service broker. Le service Workflow Integration, il a vu qu'il y avait quelque chose. Donc il a déclenché le code .NET, donc l'assembly.NET. Et normalement, je dois recevoir un mail, mais je ne reçois toujours pas. Ah si. Par contre, c'était. Ouais. Voilà. Sauf que normalement, c'était l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'effet démo. Donc, il y a un mail qui est envoyé en disant que normalement, ce n'était pas ce mail-là, mais normalement, c'est un autre mail qui avait été envoyé qui disait que le responsable devait valider le produit que je lui ai envoyé, en fait. Donc, on va terminer là-dessus. Donc, ça a été assez brouillon parce que j'avais pas trop de temps, je vous avoue. Donc, juste l'idée, pour ça, ce que vous devez bien comprendre, c'est que en fait, si vous avez des choses compliquées de validation à créer avec MDS, vous pouvez, en fait, via toute une interface à déclarer au niveau de MDS, il y a un peu de paramétrage au départ, créer des assembly.NET, donc bénéficier de toute la possibilité de .NET pour ajouter des règles de validation qui ne sont pas natives dans MDS. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Merci. Voilà, donc il ne reste plus qu'à conclure cette session sur l'EIM. Donc si tu peux repasser, s'il te plaît, sur les slides. Il existe des cas d'application d'EIM sur Internet, donc retour d'expérience du client. L'un des clients que vous allez reconnaître, c'est Areva. Il y a une autre banque, je pense, qui est américaine. D'autres clients aussi qui sont en Chine, qui en fait part de leur retour d'expérience de IM. Donc c'est disponible sur le site de Microsoft. Il y a à la fin des slides
Vous allez retrouver les références. Alors, on ne le voit pas ici. On ne le voit pas sur la projection. Donc, vous avez dans les liens, justement, l'URL de ces retours d'expérience, plus les différents liens qui vont vous permettre de télécharger notamment les 2 extensions SSIS pour DQS. Voilà. Si tu passes juste sur lien utile, s'il te plaît. Voilà. Ça arrive. Donc voilà. Après, vous allez retrouver également l'API Reference Guide qu'a utilisé Frédéric pour monter son travail sur MDS via SSIS. Et voilà, en vous remerciant pour votre attention.